En 2010, il va y avoir encore un autre bug dans la matrice. Ils sont en chemin. Qu'est-ce que c'est? J'ai déjà vu ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien, une impression de déjà vu. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui se passe? Un petit chat noir qui vient de passer. Et j'ai vu un deuxième chat identique. Et tu penses que c'était le même chat? Possible, je suis pas sûr. Switch, époque. Qu'est-ce que c'est? Ça peut provenir d'un bug dans la matrice. Ça arrive quand il la modifie. Oh mon Dieu. En 2010-2012, deux chercheurs, Poyard et Grimaud, vont sortir un film, La révélation des pyramides. En fait, les connaissances mathématiques des anciens Égyptiens sont le troisième sujet tabou de l'égyptologie, qui attribue systématiquement au hasard toutes ses découvertes mathématiques, car si elle admettait qu'elles soient volontaires, elle aurait alors à expliquer beaucoup d'autres choses qui ne cadrent pas avec l'hypothèse courante. Mais était-ce possible que ce soit le hasard? Et là, ils vont ressortir une vieille histoire, Charles Fonkelet, je vous ai dit dans les vidéos précédentes sur Charles Fonkelet, et Charles Fonkelet, ils vont ressortir cette histoire pyramide, le système métrique, la géométrie, nombre d'or, pi, etc. La corrélation de la pyramide avec le système métrique et les constantes universelles pi, phi, etc. Et bien entendu, dans ce film, quand je l'ai vu la première fois, j'ai vu une deuxième, troisième, je ne comprenais pas grand-chose. Pi, comment ça se passe là? Pi, mètre, qu'est-ce que ça fait le mètre? Le mètre, cette chose-là, qu'est-ce que ça fait avec la pyramide? Je comprenais rien. C'était complètement deux choses abstraites, deux choses qui n'avaient aucun lien ni temporel ni physique. Je ne voyais pas cette corrélation mètre, pyramide, mathématiques. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que vous avez appris des choses à l'école et ces questions-là, vous ne les avez jamais vues à l'école auparavant, nulle part. Tout de suite, ce film, pour moi, c'était, comme j'ai dit précédemment, c'était un catalyseur. Ça a commencé à mettre mes neurones en mouvement, les connexions, ainsi de suite, pour comprendre un petit peu plus de quoi il s'agit. Bien entendu, dans ce film, on va parler de géométrie, etc. Un peu de maths, légèrement, tout ça. Mais ils vont parler surtout d'une civilisation mystérieuse, des bâtisseurs mystérieux. La question de l'Égypte négroïde, ils ne parlent pas du tout. Ils ne vont pas du tout évoquer donc tout ce qui est Égypte, négroïde, Diop, Septima et compagnie, etc. Donc ça du tout. Donc ils vont parler que d'une civilisation mystérieuse, d'une civilisation bien avant l'Égypte, des milliers d'années avant l'Égypte. Donc ça a déclenché en moi. C'était un déclencheur. J'avais déjà commencé à lire un petit peu pyramide, etc. Mais c'est à ce moment-là que quelque chose, il me dit ouvre, fonce, vas-y dans ce chemin-là, continue, démarre là. Et c'est là où j'ai commencé à démarrer mon travail. En fait, vu de l'extérieur, ça ressemble à un bug, mais ce n'est pas du tout un bug.
les constantes de la physique s'expriment. Hein. Les constantes de la physique, c'est comme un mur. Hein. Quand l'objet il arrive, hein, c'est comme un mur infranchissable. Et quand l'objet il arrive là, il tape sur le mur, eh bien, il ne peut pas traverser ce mur, il ne peut pas modifier le mur. C'est des constantes universelles qui ne bougent jamais pour l'éternité. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait l'objet? Eh ben, hop, il va se rebondir, il va dévier sa trajectoire. C'est comme ça les constantes. Hein. Les constantes universelles, elles sont droites, elles sont fixes, elles ne bougent jamais. Hein. Les constantes universelles de la physique. Vous avez construit une maison avec 2 étages ou 3 étages, vous l'avez terminé, vous l'avez décoré, les murs, etc. Vous vivez là depuis quelque temps. Et puis, à un moment, vous remarquez sur le mur une grande fissure, hein, une énorme fissure. Là, vous vous posez la question, est-ce que c'est un problème de la décoration? Est-ce que c'est un problème de la peinture du mur? En fait, ce n'est pas du tout ça. C'est que les fondations de votre maison, elles ont été mal conçues dès le départ. Et la physique, les constantes de la physique, les constantes universelles font que ces fondations, puisqu'elles ont été, hein, c'est une métaphore, puisqu'elles ont été mal conçues avec un mauvais béton, eh ben, les fondations vont commencer à s'effriter, hein, c'est la physique là, elles vont commencer à s'effriter et puis du coup, hein, ça va, par un effet dominant, ça va commencer à taper sur le mur et ça va faire une fissure. Donc, dans quelque temps, votre maison, elle va s'effondrer. Hein. Et c'est exactement ça, c'est que avec l'histoire, l'histoire, elle a été mal conçue depuis quelques siècles. Ce système, cette histoire, elle est biaisée, elle est mal conçue. Et du coup, puisque les constantes de la physique, elles ne sont là, elles ne bougent jamais, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va ébranler les fondations, et ces fondations, à un moment donné, elles vont s'effondrer. Nous sommes dans les années 2010, aux États-Unis, les choses sont à peu près calmées, en Europe également. Aux États-Unis, les Noirs sont relativement bien intégrés avec la population blanche, hein. On travaille ensemble, il y en a qui se marient, ainsi de suite, hein. Donc, la situation, elle est stable, ok? La situation économique, elle est un peu beaucoup moins, hein. Il y a une inégalité, hein, pour la majorité des Noirs, elle est bien visible, cette inégalité économique. Donc, cette inégalité économique, elle est importante, hein, pour la majorité des Noirs, mais elle est toujours là, elle est visible. En Europe, les Noirs ont les mêmes droits civiques, hein, d'ailleurs comme partout dans le monde. Les Noirs, les Asiatiques, les Européens, en fait, pour tous les humains, les droits civiques sont les mêmes. Hein, on est dans une égalité civique, mais économiquement, les Noirs en Europe, ils sont en 2e ou 3e plan. En Afrique, l'Afrique est laissée de côté, laissée voilà, dans l'oubli, puis qui se débrouille. Bon, l'Afrique, elle est loin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En apparence, ça roule. Ok, ça roule relativement en Afrique, mais doucement. Hein. C'est pas de la folie, mais ça roule, hein, doucement. Hein. Donc, on est dans une époque où les choses sont à peu près stables pour les Noirs de l'Afrique et les Noirs globalement. Et à ce stade, dans ce temps-là, tout va bien, tout baigne, tout roule, ok? Il n'y a aucune raison à dévoiler. S'il y a des histoires à dévoiler, il n'y a aucune raison à les dévoiler, hein? Parce que tout roule, tout va bien, ok? Il n'y a aucune raison. En réalité, pas tout à fait, hein, parce qu'il y a quelque chose qui me tourne toujours pas rond avec les Noirs, hein? Puisque les choses ne sont pas comme elles doivent être, hein, dans cette voie. Hein. On n'est toujours pas dans cette voie jaune, dans cette voie universelle. Et l'univers fait en sorte que l'eau doit couler toujours du haut vers le bas pour atteindre la mer. Hein. C'est des règles universelles. Nous sommes dans les années 2010.
Et c'est la même chose à peu près, à quelques détails près, aujourd'hui en 2025. C'est une réalité. Si je vous présente une illustration, voici les Américains, voici les Français, les Russes, les Indiens, Chinois et les Africains. Et je vous demande de les placer dans un ordre du développement économique. Le plus développé économiquement et le moins développé. Eh ben, vous allez disposer l'Américain en haut, l'Europe, la Russie, la Chine, ainsi de suite. Et tout en bas, vous allez positionner l'Africain, parce qu'il est le moins développé économiquement. Vous allez placer tout en bas. Maintenant, si on regarde les Noirs et les Blancs, en France ou en Angleterre ou ailleurs en Europe, comment vous allez les placer? Eh bien, vous allez placer les Français en première, ensuite les Noirs en bas, économiquement. D'accord? Ensuite, c'est la même chose en Angleterre, en Allemagne, et c'est la même chose, si je vous demande de placer les Noirs et les Blancs aux États-Unis même, eh ben, vous allez placer les Noirs tout en bas de l'échelle, je parle de la majorité, qui sont 10 fois, à peu près 10 fois, moins développés économiquement, plus pauvres que les Blancs. Ok? Si on regarde après, dans le reste du monde, les Noirs en Inde, en Sidi, en Tamoul, les Tamouls et d'ailleurs en Inde, on voit que les Noirs, ils sont également positionnés tout en bas de l'échelle économique. Ils sont toujours plus pauvres et moins développés économiquement que le reste de l'autre population. En Amérique centrale également, et en Amérique du Sud, les Noirs, ils sont toujours en bas d'échelle. Par exemple, dans les Caraïbes, ils sont majoritaires, d'accord, mais les Caraïbes, si on voit les Caraïbes, par rapport à ses voisins, les Caraïbes sont les îles les plus pauvres par rapport à la région tout autour, par rapport à leurs voisins. On voit ici un constat, c'est un fait, que économiquement et systématiquement, les Noirs, ils sont toujours en bas de l'échelle, économiquement. Toujours. Que ce soit au niveau d'un pays, au niveau global, régional et planétaire, ok, les Noirs, ils sont toujours moins développés économiquement par rapport aux Blancs. C'est un fait là. Il n'y a rien à discuter, ça se voit. On peut le voir avec des chiffres, ce que vous voulez, c'est indiscutable. Bien entendu, si vous voulez, je ne parle pas du Noir qui a percé, c'est-à-dire le Noir, la star, le chanteur, ou l'acteur du cinéma, ou le sportif qui a percé, qui est tout en haut de l'échelle, celui, il fait exception. Mais il ne représente pas la majorité des Noirs, ok? Il ne représente pas, ça faut bien comprendre, un star de cinéma, il ne représente pas toute la majorité des Noirs. Le Noir, le star, l'acteur, le comédien, le chanteur qui a percé tout en haut, faut comprendre qu'il a réussi. Il a réussi économiquement, mais il ne représente pas la majorité des Noirs. Ça, il faut bien comprendre. Il faut aussi que ce star, faut qu'il comprenne que c'est une réussite individuelle et ce n'est pas une réussite collective. Ça, il faut bien comprendre dans la tête. Et puis, lui, instinctivement, c'est un instinct naturel, il comprend, il voit ceux d'en bas, et il voit qu'il est monté très haut, et il comprend qu'il doit tout faire pour ne pas tomber en bas. Pour maintenir son statut financier, son statut économique, il doit tout faire, à tout prix, pour ne pas tomber en bas avec les autres Noirs. Il sait pas que peut-être, je ne sais pas, un jour l'histoire, les événements arrivent que lui, ils peuvent tomber en bas. Ils peuvent tomber en bas. Ça peut être son tour qui retombe en bas.
Et donc c'est pour ça il faut qu'ils comprennent que si il y a une réussite, s'il a réussi, ok, c'est une réussite individuelle. Hein, ce n'est pas une réussite collective de toutes les Noirs. Un Noir qui a réussi financièrement et économiquement, ce n'est pas une réussite de toutes les Noirs. Ce n'est pas une représentation de toutes les Noirs, ok, ou de la majorité des Noirs. On a vu très bien que la majorité des Noirs, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une communauté, à l'échelle planétaire, ils sont tout le temps en bas de l'échelle humaine, hein, développée économiquement, je parle, hein, on est bien d'accord. Et donc, nous sommes aujourd'hui en 2025, c'est exactement le même point de vue. En 2010, c'est exactement la même chose économiquement en 1955, il y a 70 ans, quand Frantz Fanon, il disait que c'est que l'entier ne se pense pas noir, il se pense entier. Hein? L'entier, il ne se pense pas noir, il se pense entier. Le nègre vit en Afrique. Subjectivement, intellectuellement, l'entier se comporte comme un blanc. Or, c'est un nègre. Cela, il s'en aperçoit une fois en Europe. Et quand on parlera de nègre, en Europe, bien entendu, il saura qu'il s'agit de lui aussi bien que du Sénégalais. Ok? On comprend ici que le noir, qu'il soit antillais ou qu'il soit à n'importe quel pays, il est toujours un noir, un africain. Hein? Qu'il soit en France ou ailleurs, il est toujours africain. Hein? C'est exactement la même chose, hein? Un noir qui soit aux États-Unis, en Europe ou en Afrique, c'est toujours un noir. Ok? Ainsi, les noirs qui sont en bas de l'échelle et tous ceux qui sont en haut de l'échelle, hein, ils comprennent qu'ils sont tous concernés par ce problème. Hein. Ils sont tous concernés sans exception. Puisque il se peut qu'un jour, hein, puisque les couches elles sont séparées, hein, on a le noir qui a réussi et la majorité qui est toujours en bas, hein, et ils comprennent qu'il se peut qu'un jour, hein, ça sera son tour qui retombe en bas. Ok? Et ceux qui sont en bas, ils comprennent qu'ils doivent faire un effort, instinctivement, ils doivent faire des efforts pour atteindre l'eau. Hein. Le problème, ce n'est pas que lui, il craint, celui qui est en haut, il craint de tomber en bas, et celui qui est en bas, il fait le tout pour atteindre l'eau. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est que tous les Noirs, ils montent tous ensemble au même niveau que tous les autres peuples. C'est ça la question. Hein? Ce n'est pas la bataille pour atteindre le noir qui est en haut, ok, ou de préserver celui qui est en haut, de préserver sa position qui est en haut, de ne pas tomber en bas. Hein? La question est, le problème est que toutes les noirs, toute la majorité doivent tous monter vers le haut. Et tout problème qui a une source, ok, tout logique commence à remonter à la source. Hein. Petit à petit, la logique commence à monter à la source pour arriver en Égypte, en Kemet. Mais il y a un problème très important avec les intellectuels noirs d'aujourd'hui. Vous allez comprendre, parce que le problème, ça se pose, hein, ça touche tout. Hein. Regardez cette vidéo. Donc, j'ai regardé une vidéo dans une chaîne, un plateau de télé, Folk Causé, où il y a 4 intellectuels noirs invités dans ce plateau. Ils se posent la question. Donc, la question est, qu'est-ce que c'est le Martiniquais? Est-ce que c'est un Africain? Est-ce que c'est un Français? Un cosmopolite? Hein? La question identitaire, qui sommes-nous? Hein, ce qu'elle pose la question, cette présentatrice. Et puis, ce plateau, cet échange-là entre ces intellectuels noirs dure environ 1 heure. Et puis,
il y a un historien, un sociologue et je ne sais quoi. Et puis, pendant une heure, tout l'échange, tout le débat, toute cette analyse-là va se positionner entre 1440, le début d'esclavage, où l'Africain, juste un petit peu avant cette date, l'Africain ancestral, libre, etc., rendu esclave jusqu'à 2025. Donc, toute cette analyse-là, l'analyse de ces 4 intellectuels noirs va être comme un ping-pong entre 1440, début d'esclavage, et 2025. Voilà. Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission Faut causer. Ce soir, elle est consacrée à l'identité martiniquaise. En effet, qui sommes-nous ? Sommes-nous des descendants d'Africains réduits en esclavage? Sommes-nous des Français? Sommes-nous des Caribéens? Sommes-nous des Européens? Une chose est évidente pour tous, nous sommes en tout cas une société composite, c'est-à-dire une société composée d'ethnies diverses qui se sont croisées, mélangées, rencontrées, et à l'inverse, évidemment, des sociétés autres, comme les Touaregs, qui ont un héritage ancestral. Nous avons cette question qu'on se pose: qui sommes-nous? Où nous positionnons-nous? Alors, évidemment, chers téléspectateurs, nous savons que notre histoire, elle est complexe, elle est douloureuse, elle a, dans le prisme de tout ce que nous avons vécu, n'est-ce pas, l'esclavage, la colonisation, nous chercherons ce soir à comprendre, à savoir comment l'âme martiniquaise s'est façonnée, et c'est une quête identitaire que nous allons faire ce soir avec nos 4 invités que nous remercions d'être là. Bonsoir messieurs, merci d'être là à chacun d'entre vous. Je vous présenterai évidemment, vous les Itata, vous êtes un peu habitués à l'exercice d'introduction de nos invités. Monsieur Steve Gadet. Tout va vaciller entre là et là, hein, comme un ping-pong. Ces intellectuels noirs, ils vont tourner en rond, donc voilà. Le débat, ça va être que ça. L'analyse, ça va être que ça. On était libre, on a été rendu esclave, ça a duré l'esclavage 350 ans, 400 ans. Et puis il y a eu la colonisation, ainsi de suite. Donc on a perdu nos valeurs en tant qu'humains, ainsi de suite. Hein. Donc on était des Africains et puis on a été mixé avec la population locale et la population qui est venue pendant la colonisation, ainsi de suite. À aucun moment, vous regardez cette vidéo, à aucun moment, il ne remonte un petit peu plus loin dans le temps. À aucun moment. Je m'explique. À aucun moment, pendant une heure, ces intellectuels noirs n'évoquent pas l'Égypte noire, l'Égypte africain. À aucun moment. Pendant une heure. Alors, je comprends très bien que il y a plusieurs raisons. Il se peut que ces intellectuels noirs, ils ne sont pas au courant ou ils ne savent jamais, ils n'ont jamais lu l'histoire, les travaux de Cheikh Anta Diop, Obenga, ainsi de suite, Sertima, de tous ces intellectuels noirs, ils n'ont jamais vu, jamais lu, ils ne sont pas au courant de l'existence des travaux de ces intellectuels noirs, de Diop et compagnie. Et aussi de mes travaux. Il se peut, c'est une probabilité. Et donc, ils n'ont jamais vu ces travaux, et puis voilà, ils ne sont pas au courant. On ne peut pas parler de quelque chose que je ne sais pas. Ça veut dire que ce ne sont pas des intellectuels. Parce que ces intellectuels noirs, sur la question de l'Égypte noir africain, ça parle de partout. Ça parle de partout. Avant que le noir est devenu un esclave, c'était un scientifique. Le noir, il a découvert le monde, il a créé les civilisations
en Amérique centrale, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, ainsi de suite. Il s'est propagé partout dans le monde. Avant l'esclavage, avant le 1440, il y a une autre histoire. Et ces intellectuels noirs n'évoquent pas du tout, hein, n'évoquent nul, à aucun moment, cette histoire-là du noir, de l'Africain. Hein. Donc, le problème ici, on peut dire, si vous voulez, je ne fais pas une critique, hein, je suis pas en train de rabaisser ces intellectuels noirs, hein, ce n'est pas du tout mon but. Je suis respectueux envers qui que ce soit, envers tous les humains, toute l'humanité. Je suis respectueux même envers les non-humains, hein, tout ce qui est le monde, ce qu'on appelle le monde inerte et le monde animal. Je suis respectueux envers tout l'univers. Hein. Je ne rabaisse pas le travail de ces intellectuels noirs, d'accord, il faut bien comprendre ça, mais ce travail, ce qu'ils font ces intellectuels noirs, c'est un travail à moitié. Hein. Donc moi je lui dis, mon petit, ton travail est à moitié. Hein. C'est comme si tu fais une chaise avec 3 pieds, hein, il manque une 4e. C'est pas fini ton travail. Hein. Ok, ce n'est pas fini. Elle est à moitié, donc ce n'est pas bon. Ok, donc c'est ça, c'est ça le but, hein, de ce que je suis en train de vous dire. Et donc ces intellectuels noirs, donc la critique, hein, faut bien comprendre ça, que la critique, ce n'est pas du tout pour les rabaisser, mais pour faire mieux, hein, pour y aller mieux, hein, pour corriger, pour mettre le 4e pied de la chaise. Comme ça, on peut s'asseoir. Donc, on peut pas, ces intellectuels noirs ne peuvent pas dire on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu de Diop et Sertima et Obenga. D'accord? Donc ça, quelque part, c'est une autocensure. Hein, c'est une autocensure. On peut penser que ces intellectuels noirs, ils ne vont pas évoquer l'histoire de l'Égypte pour rester politiquement correct envers l'Égypte, hein, politiquement correct, hein, pour ne pas frustrer l'Égypte ou l'Occident. Ça, je peux comprendre. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle? Comment ça s'appelle ça? Où est le problème ici, hein, de politiquement correct? D'ailleurs, la vidéo suivante, ça sera intitulé l'Égypte d'aujourd'hui et le politiquement correct. La vidéo suivante que je vais sortir, hein, ça va pour titre, il y aura pour titre l'Égypte d'aujourd'hui et le politiquement correct. Alors, faut pas confondre politiquement correct avec soumission, hein, parce que quand on n'évoque pas l'histoire de l'Africain avant 1440, hein, cette nouvelle histoire que d'autres l'ont exposée, Diop, Sertima et des dizaines et des centaines d'autres, hein, Obenga et compagnie, Bernal, Volney et tout ça, quand on n'évoque pas cette histoire, hein, cette histoire qui a précédé l'esclavage, c'est que là, le noir, il se soumet, hein. C'est comme s'il s'agit de nouveau esclavage, hein, parce que comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, l'esclavage, c'est dans la tête, hein. L'esclavage, elle est mentale, c'est une manipulation mentale, hein. C'est une déformation, hein, mentale de la réalité. Et donc, qu'est-ce que ce n'est pas une question, hein, ça s'appelle plus politiquement correct, ok, ce n'est plus une ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, hein, ce n'est plus une ingérence dans les affaires de l'Égypte, là il s'agit de l'histoire de l'humanité, hein. Ok, donc il n'y a pas le mot politiquement correct, ça n'a pas de sens. C'est tout simplement, c'est une soumission, hein, c'est comme si
c'est comme si c'est une soumission. Hein. Il y a une soumission mentale. Maintenant, la question se pose, la question la plus importante, hein, parce que quand on dit soumission, ça veut dire qu'il y a un esclave et il y a un maître. Maintenant, la question est-ce qu'il y a un problème entre, hein, parce que je peux bien comprendre, voilà, j'aime bien être esclave, hein, ou le maître peut dire, voilà, il faut qu'il y ait un esclave. Ça, je comprends. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème ici? Comprendre aussi certains une sorte de philosophie qu'il faut que le monde soit esclave et maître. Hein. Il faut qu'il y ait un maître et un esclave. Donc, je peux comprendre aussi que certains, ils aiment bien être dans le rôle de l'esclave et certains dans le rôle du maître. Qu'est-ce que ça pose comme problème, ça? En fait, le problème de l'esclave, ce n'est pas un problème aussi de l'esclave qui soit soumis, hein, parce qu'un esclave, il est soumis, il n'a plus de droit, voilà, il a juste le droit de travailler et de vivre. Hein, pour le maître, tous les bénéfices de son travail vont au maître, ou un esclave intellectuel qui n'a pas droit de dire, de parler, ainsi de suite, hein, il doit obéir aux instructions du maître et puis plus aucune critique, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça pose cela, l'esclave, cette histoire, hein, maître et esclave, qu'est-ce que ça pose comme problème? C'est une question très très importante parce que le problème, ce n'est pas uniquement un problème de l'esclave. Hein. C'est aussi un problème pour le maître. Hein. C'est aussi un problème pour le maître. Parce que l'esclave, hein, deux humains, un maître et un esclave, ils sont tous les deux intelligents. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes, l'intelligence est comme les pieds, tout le monde en a. La question est qu'est-ce qu'on fait? Là, il ne s'agit pas qu'il y a deux espèces, une sans intelligence et une avec intelligence. Hein. Ce n'est pas une question, hein, que nous avons ici deux espèces et elle doit être soumise. Hein. Ou par exemple, voilà, la métaphore, les moutons et le berger. Là, cette métaphore mouton et berger, on ne peut pas le transposer maître et esclave. Absolument pas. Là, il s'agit de deux espèces différentes. Les moutons, ils n'ont pas une intelligence comme les humains. D'accord? Les moutons, ils ont un cercle, hein, un logiciel, donc ils doivent manger de l'herbe, produire de la laine ou du lait, ainsi de suite. Hein. Et le berger, c'est un humain qui a l'intelligence et il doit, voilà, il dirige les moutons, ainsi de suite. Donc, là, cette comparaison berger, mouton, maître, esclave, ce n'est pas du tout la même chose. Maître et esclave, c'est deux êtres humains qui ont toutes les deux la même intelligence. Et le problème, c'est que l'esclave, à un moment donné, il va s'instruire, hein, son intelligence, elle va grandir. En fait, l'intelligence, son savoir, elle va grandir de plus en plus, il va comprendre de plus en plus de choses, et à un moment donné, il va se révolter contre le maître. Et c'est là où ça commence le clash, hein, entre esclave et maître. Donc l'esclave, il fera tout pour abattre le maître, pour lui prendre la place. D'accord? Donc le maître, l'esclavagiste, il doit comprendre, hein, le maître de l'esclave, il doit comprendre que cette configuration-là, que l'esclave il doit rester toujours en bas, ce n'est pas bon pour lui. Hein. D'abord, ce n'est pas bon pour lui. Hein. Le maître, il doit penser que cette personne-là ne doit pas rester esclave parce qu'un jour,
il viendra me confronter, un jour il viendra me combattre, un jour il se peut qu'il prenne le pouvoir et il devient maître et moi esclave. Ok? C'est ça la question, c'est ça ce qu'il faut raisonner. Hein? Donc, c'est là où toute la clé de la compréhension maître-esclave. Donc, on comprend ici que cette question-là de ces intellectuels noirs, de ne pas évoquer l'histoire de l'Afrique, hein, l'histoire du noir avant l'esclavage est primordiale. Hein. Elle est vitale, non pas seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres, pour le reste de l'humanité. Hein. Donc, c'est parce que quelque part, ces intellectuels noirs, ils font exactement le même travail que ce manipulateur, Graham Hancock, d'ailleurs que j'ai fait la vidéo ici, vous voyez à l'écran. Ils font exactement la même chose. Hein. Là, il faut imaginer ces intellectuels noirs, il faut les imaginer, non pas noirs, mais imaginez-les blancs. Hein. Ils vont parler l'estime de soi, il faut se reconstruire, il faut avoir respect du soi, machin bidule, et ainsi de suite, etc. Ok, bon, ça on le sait tout ça. Les droits de l'homme, on est tous égaux, ça on le sait tout ça. Ok. Donc, si vous les imaginez, ces intellectuels noirs avec la peau blanche, vous comprenez, c'est exactement le même discours que le monsieur Graham Hancock, hein, qui nous raconte, voilà une ancienne civilisation inconnue, une civilisation, on ne sait pas d'où ça vient, qu'ils ont transmis le savoir des Égyptiens. Hein. Donc, ce Graham Hancock, il a fait 30 ans de travail, 30 ans de travail pour cacher, hein, pour exclure complètement l'Égypte noire, l'Égypte négroïde, hein, pour dissimuler complètement le travail de Diop, Obenga, Sétima, ainsi de suite. Hein. Donc, ces intellectuels noirs, quand ils n'évoquent pas l'histoire négroïde de l'Égypte, hein, ça veut dire qu'il s'auto-censure. Hein. Ça veut dire qu'il se soumet volontairement, hein, à cette histoire mal conçue, hein, à cette histoire mal conçue dès le départ. Parce que ne pas évoquer l'Égypte noire, c'est ne pas évoquer ces intellectuels noirs. Regardez, Cheikh Anta Diop, il est 5000 kilomètres loin de l'Égypte, hein, au Sénégal, l'autre côté de l'Afrique. Obenga, Théophile Obenga, il est d'origine du Congo, 4000 kilomètres loin de l'Égypte. Moi, je suis 1600 kilomètres loin de l'Égypte. Vous avez Ivan Sertima, d'origine de Guyane, 10 000 kilomètres loin de l'Égypte. Martin Bernal, 1500 kilomètres loin de l'Égypte. Tous ces personnes-là, ils sont complètement très loin de l'Égypte. Hein. C'est comme s'ils n'ont rien à voir avec l'Égypte. Pourtant, ils évoquent l'Égypte noire, ils évoquent l'Égypte négroïde, ils ont fait tout ce travail, nous avons fait tout ce travail énorme. Soit nous sommes tous complètement des fous, hein, ces intellectuels noirs, moi y compris, soit nous sommes, et tous ceux qui parlent de l'Égypte noire négroïde, soit nous sommes complètement des fous, hein, on a disjoncté, hein, on a fantasmé, on a fumé je ne sais quoi, hein, on a fantasmé, on est complètement out, hein, de la réalité, soit nous avons ici la vérité. La question est binaire. La question est binaire. Soit nous avons raison, soit nous n'avons pas raison. D'accord ? Il est très important, comme je vous ai dit, la critique, ce n'est pas pour rabaisser
ces intellectuels noirs. La critique, c'est que pour mieux, pour corriger, pour se corriger, pour y aller dans la bonne direction. Parce que le travail, elle est, comme je vous ai dit, comme une chaise avec 3 pieds, et c'est pas bon. Si on s'assoit, on va tomber. Le travail, l'histoire de l'Afrique, elle n'est pas au complet. Elle est à moitié. Elle est avec 3 pieds. Il manque le 4e pied. Une fois qu'on a posé les 4 pieds, on peut s'asseoir sur la chaise. Le travail, elle n'est pas complet. Et tout travail incomplet, ce n'est pas bon. Tout travail incomplet, elle n'est pas correcte. Ça pose que des problèmes. C'est quoi un Martiniquais? Le Martiniquais d'aujourd'hui, de 2025. Le Martiniquais d'aujourd'hui, c'était l'Africain. Il est toujours l'Africain. L'Africain, c'est celui qui l'a développé, qui a découvert les mathématiques. C'est le même Africain que celui de l'Égypte, qui a découvert les mathématiques, qui a créé le système métrique, système décimal, l'astronomie, la médecine, la civilisation égyptienne, qu'il a propagé cette civilisation partout dans le monde, parce que pour comprendre qui est le Martiniquais, il faut comprendre que le Martiniquais est un Africain. Et là, la question se pose, qui est l'Africain? Donc, ce Africain de l'Égypte, qu'il a fondé la première civilisation, qu'il a fondé l'astronomie, la mathématique, la physique, les sciences, la médecine, la géométrie. Le premier système d'un État bien construit, cet Africain-là, il a propagé, il a diffusé ce savoir en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Il a fondé les civilisations, le Maya et Aztèque. Il a propagé ce savoir en Europe. Il a propagé ce savoir en Moyen-Orient, à l'Extrême-Orient, en Asie. Il a propagé ce savoir partout dans le monde. Il a créé les civilisations du monde. Toutes les civilisations modernes d'aujourd'hui, ils sont d'origine africaine. C'est lui qui les a fondées. Donc voilà qui est le Martiniquais. Parce que le Martiniquais, c'est un Africain. Ses congénères, ses patriotes égyptiens, ils ont fait tout cet exploit-là. Ensuite, cet Africain-là, cet Africain-là, il a été rendu esclave en Martinique, en Guadeloupe. Et ensuite, il y a eu la colonisation, et ensuite, il y a eu la mixité, et ainsi de suite. Voilà, qui est le Martiniquais d'aujourd'hui. Avant tout, le Martiniquais, ou le Guadeloupéen, ou l'Afro en Amérique du Nord, ou l'Afro ou le Noir en Asie, avant tout, c'était un Africain. C'est un Africain. Ses racines sont en Afrique. Voilà qui est le Martiniquais d'aujourd'hui. Moi, je ne m'arrête pas dans la critique, parce que des intellectuels noirs qui sont arrêtés entre l'esclavage et aujourd'hui, et puis ils ne voient pas plus en arrière, ils ne remontent pas plus dans l'histoire, ils occultent leur histoire avant l'esclavage. Des intellectuels comme cela, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et si je commence à critiquer, à prendre un par un tout ce monde-là, donc là, je perds du temps et ce n'est pas bon. Donc j'ai fait une analyse, j'ai démontré, j'ai pris cet exemple-là avec ces intellectuels noirs. C'est un exemple. Ce n'est pas que maintenant je vais commencer à critiquer
toutes les intellectuels noirs, parce que là, je perds du temps. On perd du temps. Soit vous avez compris, soit vous avez compris, soit vous ne l'avez pas compris. C'est ça. Donc la question est, il faut y aller en avant. Il faut y aller en avant. C'est ça qui est la plus importante. Parce que si je commence à critiquer celui-là, là il faut faire des vidéos pendant 100, 200 ans. Une vidéo tous les jours pour chaque intellectuel noir qui s'est arrêté entre esclavage, qui n'évoque pas l'histoire de l'Égypte africaine, de l'Égypte noire, il y en a beaucoup. Et là, ça fera des centaines et des milliers de vidéos. Donc là, on va se perdre, ça n'a aucun intérêt pour y aller en avant. Ce n'est pas bon du tout. Donc cet exemple-là, cet exemple-là, cette analyse-là que j'ai faite, ce n'est pas, encore une fois, pour rabaisser ces intellectuels noirs. D'ailleurs, je les salue, je les respecte. Comme je vous ai dit, je respecte tous, noirs, blancs, asiatiques, tous les humains. Je respecte, comme je vous ai dit, aussi le monde animal. La voile d'Isis. Je suis tout ce qui a été et sera, et aucun mortel n'a jamais soulevé mon menton. Le divin, il va dévoiler la vérité. Il se décide pour un humain lambda, comme il a fait auparavant. Il la prépare, il la dirige quoi dire, comment faire, etc. pour assembler le grand puzzle, l'histoire des Noirs éparpillés, les quatre coins du monde. Cette histoire, fragmentée en 1000 morceaux, ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être Mamadou, Stéphane, Tao, John, et je ne sais quoi. Mais il s'est arrêté sur Femi. C'est moi, salut. Donc en 2019, apparaît un inconnu, sorti de nulle part, le monsieur lambda, celui que tu as croisé hier dans le bus, qui révèle et qui rassemble l'histoire des Noirs au complet. Cette histoire éparpillée, découpée en 1000 morceaux. J'ai rassemblé l'histoire des Noirs comme un puzzle, éparpillé des quatre coins du monde, et je l'ai cimenté avec Andrei Kolmogorov, le mathématicien de Dieu, le plus grand mathématicien. Bien entendu, Kolmogorov, c'est un mathématicien russe, et c'est pour cela qu'il ne figure pas au top 10. La mère de Kolmogorov meurt en s'accouchant et son éducation est assurée par son grand-père, justement le président de la noblesse régionale, qui a une magnifique maison à Yaroslavl. Cette maison existe toujours en plein centre, près de l'église centrale, l'église d'Élie Prophète, une des églises les plus importantes de Yaroslavl. Et Yaroslavl, c'est la ville nommée en l'honneur de prince Yaroslav, dont la fille a été reine de France. C'est exactement le même prince Yaroslav. Donc, et alors, son enfance est extrêmement protégée. Il a un pony, par exemple, il est un fils unique entouré de l'attention de 3 tantes. Les tantes de Kolmogorov participent, comme un peu tout le monde, dans le mouvement révolutionnaire, tant il est vrai qu'ils sont sous le contrôle de la police et ils passent quelque temps en prison, en détention provisoire. Les tantes de Kolmogorov passent quelque temps en détention provisoire et elles gardent évidemment chez elles la littérature interdite et donc où est conservée la littérature interdite? Elle est conservée dans le berceau de Kolmogorov, parce que les tantes raisonnaient que pendant une perquisition, les gendarmes ne regarderont pas dans le berceau, ce qui effectivement était un bon calcul. Donc Kolmogorov, littéralement, c'est lui qui se rappelle de ça, littéralement, il dormait sur la littérature interdite. Alors, comme vous voyez, on a des anecdotes sur sa vie avant la Révolution. Après la Révolution, les anecdotes s'arrêtent très vite. Donc, sa première découverte en mathématiques, Kolmogorov l'a fait à l'âge de 7 ans. Il voit que
il voit que, bon, 1 c'est 1 au carré, donc 1 plus 3 c'est 2 au carré, 1 plus 3 plus 5 c'est 3 au carré, et ainsi de suite. Donc il fait cette découverte à l'âge de 7 ans, il en parlera vers la fin de sa vie quand il expose sa carrière de mathématicien. Il commence avec cela son livre qui s'appelle « Comment je suis devenu mathématicien ». Et donc il publie cette découverte dans un journal qu'ils font chez les tantes, dans la maison du président de la noblesse, sur un hectographe qui est utilisé également pour publier la littérature illégale. Donc, le journal s'appelle Les Hirondelles du Printemps, et donc dans ces Hirondelles du Printemps, il publie ça, il publie d'autres problèmes de mathématiques, et aussi dans le film qui vient récemment d'être fait, qui a récemment été fait sur Kolmogorov par la chaîne Culture de la télévision russe, donc bien après la chute de l'Union soviétique. Donc le film met en avant une hypothèse, je ne sais pas sur quel fondement, parce que les sources soviétiques n'en parlent pas du tout, met en avant une hypothèse dit que Kolmogorov a commencé à réfléchir sur un État idéal, sur une république idéale, déjà à l'âge de 10-11 ans. Donc c'est cela, déjà à réfléchir à cela dans cette maison, dans ce journal publié par ses tantes. Donc là, nous voyons une des tantes avec le petit Andrei. Il n'y a pas quoi manger à Moscou. Donc, il doit travailler. Il travaille sur un chemin de fer, il travaille dans une usine, il doit assurer des tâches les plus simples justement pour pouvoir subsister. Il finit le lycée, il obtient son bac et donc après il va à l'université de Moscou. Il n'est pas du tout clair à ce moment qu'il veuille devenir mathématicien. En effet, une de ses premières passions, et il écrit sur cela dans ses mémoires, c'était la biologie. Il s'intéressait beaucoup à la biologie. En effet, il produira plus tard des fameux travaux où il généralise les équations de Lotka-Volter du modèle, il faut m'aider avec le français, proie-prédateur, merci, du modèle proie-prédateur, les anciens appelaient équations de Kolmogorov de dynamique de population. Mais cela arrivera plus tard. Il s'intéresse à l'histoire, ce qui donne lieu à une fameuse anecdote. Il s'intéresse à l'histoire de Novgorod. Il n'est pas étonnant que Novgorod, ayant été la République russe, une ville à une forte tradition démocratique qui ensuite a été écrasée par le tsar Ivan le Terrible, donc il s'intéresse à cela, aux monuments écrits de cette époque. Il formule une hypothèse sur les propriétaires terriens de l'époque. Il présente ses travaux au séminaire d'histoire. Après le séminaire, il pose la question au dirigeant du séminaire, le fameux historien Bakrouch, est-ce que vous pensez que mon hypothèse peut être considérée démontrée? Et donc la légende veut que l'historien lui répond, mais jeune homme, en histoire, on a besoin de 5 preuves. Donc, après quoi, Kolmogorov commence à faire les mathématiques. Donc voilà. Alors, que va-t-il découvrir de l'Africain? C'est quoi sa prouesse? Eh bien, la prouesse de l'Africain, c'est le système métrique et le système décimal de position. Donc, ces découvertes-là, c'est de découvertes, celui-là, ça coûte 1 euro, et celui-là, rien du tout. Quand on les voit comme ça, celui-là, les chiffres, ces chiffres-là, on les apprend tout petits à l'école. Vous allez me dire, ça n'a aucun intérêt. Celui-là, ça vaut 1 euro. Mais avec ces découvertes-là, uniquement avec ces deux-là, le noir va construire l'humanité,
va construire les civilisations dans le monde entier. Il va diffuser ce savoir, avec ce savoir, le noir, il va construire les pyramides, la première civilisation en Égypte, en Kemet, où il va construire des pyramides, des temples, etc. Il va développer la physique, la chimie, et il va diffuser ce savoir partout dans le monde. Il va voyager, il va explorer le monde, il va construire les pyramides en Amérique centrale, en Amérique du Sud, des temples. Il va construire la civilisation en Europe, et il va diffuser ce savoir en Sumer, il va diffuser ce savoir en Inde, en Cambodge. Tout ce savoir va être diffusé. Les civilisations vont naître tous de ces deux découvertes que le noir a fait. Ces deux découvertes, elles sont uniques, irremplaçables, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos. Donc si nous n'avons pas le système métrique, ça, cette chose qui vaut rien, ça vaut en euros, ça, la civilisation, il revient à l'âge primitif. Donc si on enlève le mètre, si pour X raison il n'y a plus le mètre, eh ben vous aurez ça, un paysage, une civilisation primitive. Faut bien comprendre cela. Encore une fois, s'il n'y a pas le système métrique et le système décimal de position, il n'y a plus de civilisation telle que nous le connaissons. Vous allez me dire, oui, mais on peut remplacer le mètre par, je ne sais pas, par un petit truc, par quelque chose, une unité, peu importe, par une graine ou je ne sais quoi, par un fruit ou par le doigt ou le pouce, peu importe, on peut le remplacer. C'est pas un problème, ça, Fémi. Absolument pas. Celui-là, il est irremplaçable. Parce qu'à chaque fois qu'on remplace, si jamais on peut supposer, imaginer, de remplacer le mètre par quelque chose, ou de démarrer la civilisation par une autre unité, peu importe, eh ben, au bout de 50 ou 100 ans, la physique, elle va tomber. J'ai fait des vidéos là-dessus. Toute la physique, elle va s'écrouler au bout de 50 ou 60 ou 100 ans, maximum. Si on remplace le mètre, si on imagine de démarrer une civilisation avec n'importe quelle unité, ça peut être mon doigt, ça peut être le doigt du voisin, du roi, ou le pied, ou une graine, ou ce que vous voulez. N'importe quelle civilisation, au bout de 50 ans, 100 ans, il va rechuter, il va retomber. Ok? Puisque l'unité, elle va bouger, ce n'est pas une unité universelle, une unité fixe, c'est une unité variable, elle va bouger, elle va faire tomber toute la physique, toutes les réussites faites jusqu'à ce moment-là, elle va tomber. Si vous allez faire de la physique avec une unité quelconque, bidon, peu importe, une unité arbitraire, ce que vous voulez, mais pas le centimètre. Si vous faites la physique avec ça, avec une unité quelconque, bidon, ok, ce qui vous vient par l'esprit, au bout de 50 ou 100 ans, toute la physique, elle va tomber. Elle va tomber à zéro, elle va se désintégrer. Et la physique et la chimie, elles vont tomber, vous êtes obligé de redémarrer la civilisation du début. Okay? Puisque c'est une unité variable, c'est une unité qui bouge dans le temps, n'importe quelle unité, sauf le centimètre. Et d'ailleurs, j'invite n'importe quel mathématicien ou physicien à rejeter ce que j'ai dit. À rejeter tout ce que je dis, tous les arguments, ce que je dis. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun mathématicien qui est venu pour rejeter publiquement ce que j'énonce. Le mathématicien Benoît Ariteau, je l'ai invité publiquement suite à notre échange, il ne répond pas. D'ailleurs, j'ai fait une lettre ouverte, il ne répond pas. Également, Alain Bernard, un physicien, je ne sais pas s'il est diplômé, de la chaîne Les Idées Froides, lui, il ne répond pas non plus. Marc Connery, un chimiste avec
qui j'ai eu des échanges par email, il a décliné à son tour mon invitation. Au début, il a fait, c'est comme s'il me soutenait, il m'écrit des équations égalitaires, hein, des équations qui s'égalisent, hein, pour le dire simplement. Et puis, quand on est rentré dans le vif du sujet, bah, il a décliné toutes mes invitations. Hein, il n'a pas voulu s'exprimer, échanger publiquement face à une caméra. Donc, aucun mathématicien n'est venu me dire publiquement de ce que j'énonce, hein, dans le film K 2019, dans le livre et partout, dans mes vidéos, ce que j'énonce est faux. Aucun. Hein. Il refuse non pas parce que on ne discute pas avec un non-scientifique, hein, ce n'est pas ça. Hein, parce qu'ils peuvent dire, voilà, nous on est des diplômés, on va pas discuter avec n'importe quel monsieur qui va sortir une théorie. Hein. Le peuple, il a, parce que moi, je fais partie du peuple, je ne suis pas diplômé. Eh bien, le peuple sont des milliers et des millions. Chaque million tout le peuple qui va sortir chacun sa théorie. On n'en finit pas, hein. On n'en finit pas à débunker les théories des gens, quoi. Hein. Donc, Monsieur Krasniqi, on peut supposer ça. C'est un non-diplômé, et puis on discute pas avec un non-diplômé. Ok, on discute entre scientifiques. Si Monsieur Krasniqi veut discuter avec nous, eh ben qu'il aille chercher un diplôme, hein, qu'il fasse des études, prendre un diplôme, et puis après on discute entre nous. Ok. La raison, ce n'est pas ça, hein, parce que je suis un non-diplômé, ce n'est pas ça du tout. Le problème est qu'ils ne peuvent pas rejeter scientifiquement, mathématiquement et physiquement ce que j'énonce. Hein. Il suffit 15 minutes, je ne demande pas plus, je demande, allez, 30 minutes, 1 heure maximum, hein, pour éclairer ça une fois pour toutes. Eh ben, il y en a, ils ne peuvent pas venir publiquement parce qu'ils ne peuvent pas rejeter scientifiquement ce que je dis, mes énoncés, tout simplement. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas diplômé. Jean-Pierre Petit, un ingénieur en physique, hein, vous le connaissez peut-être, ancien directeur de recherche au CNRS. Jean-Pierre Petit, que je salue. Salut Jean-Pierre Petit. Il est connu principalement pour deux sujets, le sujet de sa théorie, le modèle cosmologique Janus, et des pyramides. Hein. Il s'est exprimé sur les pyramides, la construction des pyramides, il a fait des publications sur les pyramides. Sur ce modèle, Jean-Pierre Petit, il est confronté à une censure académique de ses pairs, il est boycotté par ses pairs. Hein, donc il les a invités, il a fait les sièges, hein, il a proposé des sièges, mais les sièges sont vides. Ok. Alors Jean-Pierre Petit, je m'adresse à Jean-Pierre Petit parce que Jean-Pierre Petit est un physicien. Ok, et c'est un physicien qui publie sur les pyramides. Ok. Et là je me dis. Bon, est-ce que c'est vrai ce qu'il propose ou est-ce que ça tient physiquement ce qu'il propose ou ça tient pas? D'accord? Alors, moi, je m'adresse maintenant à Jean-Pierre Petit sur la première chose, le premier sujet que Jean-Pierre Petit est connu, le modèle Janus. Jean-Pierre Petit, moi, je propose que ce modèle s'appelle le modèle Petit-Sakharov. Ok? Parce que c'est Sakharov qui a dévoilé, qui a proposé pour la première fois ce modèle cosmologique. Hein. Donc, ça serait bien qu'il soit le modèle Janus-Sakharov, ok? Puisque c'est lui qui l'a proposé. Et là, moi, je te soutiens là-dessus. Je te soutiens. D'ailleurs, j'ajouterai aussi ma contribution sur ce modèle. Sur quelques points, notamment sur la gravité, sur le temps, ok, sur le modèle géométrique. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. J'ajouterai ma contribution. Ça sera une vidéo à part, un document à part. Mais en ce qui concerne
la construction des pyramides, que Jean-Pierre Petit propose, là, tu n'es pas bon, mon cher. Tu n'es pas bon. Sur le modèle Janus, tu as mis, je m'adresse, je te tutoie, non pas en signe de non-respect, mais je tutoie en signe d'amitié. J'enlève la barrière de la langue, ok, je te tutoie. Donc, sur le modèle Janus, tu as mis les équations en face, ok, elles sont très bien, tes équations du modèle Janus, mais ici, sur la construction des pyramides, il n'y a pas d'équation, mon cher. Il n'y a aucune équation, il y a seulement des dessins. Alors, puisque là, c'est une question de physique, pour transporter des blocs, etc., où est la physique? Où sont les formules de physique, mon cher? Où est-ce que c'est le calcul de la friction, ok, la masse? Où est-ce que c'est les interactions des forces, la force de la surface? Où est-ce que c'est les calculs de la puissance, les newtons? Il manque tous les calculs ici, Jean-Pierre. Donc, ce n'est pas avec des dessins qu'on fait de la physique, Jean-Pierre. On fait avec des calculs. Ok? Donc, tu es boycotté comme moi. Ok? Mais moi, je t'invite. Je te donne aussi ma chaise. Toi, t'es boycotté, t'as proposé les chaises, et tes chaises elles sont toujours vides par tes pairs. Moi, à mon tour, maintenant, je t'invite, je te propose une chaise, je t'invite. Sur ma chaîne, on discute. Et de la physique, de la construction des pyramides, on va discuter sur le système métrique, les unités de la physique. On va discuter sur le système, le modèle cosmologique Janus, on discute de tout ça. Ok, je te propose tout ça, voilà la chaise Jean-Pierre Petit, ok, publiquement, en live ou différé, comme tu veux. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de la physique. On fait de la physique avec des chiffres et des calculs, ok, et des équations, et non pas avec des dessins. Tu es un physicien réputé, ok, et là, ça ne rigole plus. Soit tu as raison, et ça passe, soit tu n'as pas raison, et ça ne peut pas passer physiquement, mathématiquement. Ok? Donc, je te propose encore une fois, la chaise, c'est quand tu veux. J'espère que quelqu'un va t'envoyer ce lien de la vidéo pour regarder. Ok? Alors, depuis 1 ou 2 semaines, j'ai vu des vidéos qui circulent un peu partout sur Internet, des vidéos sur une grande, énorme découverte sous les pyramides, des piliers de 600 mètres, des énormes piliers, des cavités dans la grande pyramide, des chambres, des couloirs de partout. Donc ça circule partout sur Internet, des milliers de vues sur les médias, sur les réseaux sociaux. Ça a été repris même par les médias mainstream. Donc une énorme découverte gigantesque du jamais vu en dessous des pyramides et dans la pyramide elle-même, etc. Qu'en est-il la vérité? Alors ce qui est important, l'une des choses les plus importantes dans cette vie, c'est le temps. Il y a beaucoup d'autres choses, mais le temps est l'une des plus importantes, puisque vous avez une vie et le temps, elle est très très importante de ne pas le perdre avec des choses complètement inutiles, insensées, etc., etc. Donc au lieu de gaspiller le temps avec des mensonges et des inepties, il vaut mieux s'instruire avec des choses plus réelles, plus constructif. Alors ici, je vais mettre le chronomètre. Bon, je vais essayer de le faire en 5 minutes maxi, 5 minutes chrono, de quoi il s'agit exactement de cette découverte-là. Imaginez que vous avez un livre, il y a un livre qui sort avec les plus grandes découvertes qui viennent d'être révélées, un livre de 1500 pages, 1200 pages du jamais vu, des découvertes sensationnelles, etc. Donc le livre, imaginez que le livre, il est très épais, 1200 pages, 1500 pages. Vous ouvrez le livre, c'est des grandes découvertes scientifiques, est-ce que vous voulez, blablabla et compagnie. Vous ouvrez le livre et tout de suite dans la première page, vous lisez. La Terre est plate.
Hein, la première phrase, vous lisez « La Terre est plate ». Qu'est-ce que vous faites? Moi, personnellement, avec ce que je connais, avec mes connaissances, ainsi de suite, donc dès que je lis cette première phrase, je referme le livre, hein, je le mets dans un coin, ça y est, c'est terminé. Je ne lis plus ce livre. Hein, parce que je n'ai pas le temps à gaspiller, à lire 1200 pages, 1500 pages, hein, ok, puisque ça commence tout de suite avec une mensonge, avec une pseudo-science, hein. Physiquement, c'est complètement faux. Je sais que la Terre est ronde. J'ai fait des expériences, je calcule, etc., etc. Hein, je rentre pas en détail, mais je sais que la Terre est ronde et elle n'est pas plate. Donc, tout de suite, voilà, c'est de la pseudo-science. Je referme le livre, c'est terminé. Hein. Je vais consacrer ce temps à lire des inepties, des mensonges, des manipulations, etc. Je vais le consacrer à autre chose, hein, m'instruire ou se promener, ou etc. Faire autre chose complètement. Hein, je n'ai pas le temps. Ok, donc je vais vous économiser du temps. Bon, déjà on a perdu à peu près 2 minutes hein, sur cette introduction. Bon, je vais essayer de tenir encore 3-4 minutes. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que c'est? Donc j'ai téléchargé le document qui est publié, le PDF. Donc vous avez le lien dans le descriptif. Vous avez tous les liens de ce que je vais vous dire là, dans le descriptif de la vidéo. Vous avez ici, donc ça commence. Synthétique aperture radar Doppler tomographie. Hein. Je ne travaille pas dans la construction des satellites. Bon, je vais m'y intéresser de quoi il s'agit. Hein. Qu'est-ce que c'est ce satellite qui fait des scans, hein, du scan des sous-sols. Synthétique aperture radar. Et donc je regarde ici sur Wikipédia. Interferométrique synthétique aperture radar. Bon, je lis. Tac, tac, tac. Hein, ça fait toujours de la photogrammétrie. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais toujours, il n'y a pas de scan en profondeur. Hein. Voilà, ça ne scanne pas en profondeur. Regardez ici, bon, vous avez des photos. J'ai fait des photos de ma main à différents angles de vue. Hein. Donc voilà, je mets aussi la vidéo, différents angles de vue que j'ai photographié ou filmé la main. Et avec un logiciel de reconstitution 3D, voilà, vous avez ici ma main en 3D. Donc le logiciel, il va scanner les images, et il va reconstituer un point cloud, ça s'appelle, et il va reconstituer une mèche. Hein, vous avez ici une mèche en 3D. Donc voilà, faut imaginer que ces caméras-là, c'est les satellites ou mon appareil qu'il photographie à différents endroits, à différents angles de vue. Ça s'appelle de la photogrammétrie. Et donc voilà, ça reconstitue ma main en 3D. Mais l'appareil photo ou le scan ou le satellite ne voit pas à l'intérieur de ma main. Ok? Donc là, en l'occurrence, à l'intérieur, j'ai un petit jouet. Donc, est-ce que la technologie, elle a avancé entre-temps? Du tout, pas du tout. C'est-à-dire, le satellite ne scanne toujours pas en profondeur. Donc ici, vous avez le lien de ESA. Qu'est-ce que c'est le scan aperture radar? Ben, toujours, vous lisez le document, il n'y a pas de scan des sous-sols, seulement du sol de l'extérieur. Vous avez ici le lien de l'ESA, hop, ici je mets le lien. Est-ce que on peut scanner les sous-sols? Eh bien, toujours pas. Donc, vous avez le lien PDF ici, 250 pages, que je mets dans le descriptif de la vidéo. Voilà la technologie INSAR, à 250 pages. Vous lisez si vous voulez. Eh bien, il n'y a toujours pas de scan du satellite, hein, d'un satellite qui scanne les sous-sols. Ça n'existe pas. Hein. Dans le PDF qu'ils ont publié, ils disent
Synthétique aperture radar, donc un radar satellite qui scanne avec un radar les sous-sols. Donc cette technologie n'existe pas. Hein, ça ne scanne pas les sous-sols. Ils lisent une petite phrase ici, given the limited penetrating. Hein, ils disent le scan il est limité. Hein. Alors, faut regarder, faut comprendre le sens des mots. Ils disent, elle est limitée. C'est comme si, voilà, je dis, elle est limitée entre 5 et 10, entre 0 et 5 mètres au centimètre ou millimètre. Hein. Elle est limitée. En fait, ce n'est pas limité, mais c'est 0. Hein, c'est 0 mètre. Hein. 0, 0, 0. Hein. Le satellite ne peut pas scanner les sous-sols. Hein. Avec la technologie que nous avons, en fait, qu'on connaît publiquement, officiellement aujourd'hui, hein, les satellites ne peuvent pas scanner les sous-sols. Ah, peut-être les militaires, ils ont découvert des satellites qui scannent les sous-sols, ça j'en sais pas, mais publiquement, hein, ce qui est aujourd'hui officiellement, aucun satellite ne scanne les sous-sols. Hein, c'est terminé. Donc, à partir de ce moment-là, moi, ce document-là, je ne lis plus, c'est terminé. Hein, ça ne vaut rien, ça ne vaut rien. Voilà, je n'ai pas le temps à y consacrer à lire des inepties. Le radar le plus puissant, en fait, qui scanne les sous-sols, vous avez ici le site Sensor Software. Vous avez un petit chariot. Il y a un petit chariot. Ce chariot, il est équipé avec un sonar. Il va lancer les ondes de radio. Ça va lancer une onde en profondeur jusqu'à un maximum 30-40 mètres. Hein, ça dépend du sol. Et l'onde, elle va revenir et on verra la différence de la longueur d'onde. Et ça va reconstituer un sous-sol, mais jusqu'à 15, maximum 30 mètres. Donc ici, vous avez, hein, ça vous dit le maximum. Vous avez ici le maximum du scan, il est de 15 mètres, pas plus. OK ? Donc voilà, c'est terminé. Hein. Ça ne sert plus à rien de lire ce PDF. Hein. Il est dès le départ la première phrase, le scan avec un satellite qui scanne les sous-sols, ça n'existe pas. Donc ça sert à rien de continuer. Donc voilà, hop, qu'est-ce que ça fait? 8 minutes. Bon, j'ai dépassé 3 minutes là. Bon, j'ai dit 5 minutes, bon, je vous ai gaspillé 3 minutes de plus, bon, je suis désolé. Allez, pour faire les 9 minutes complètes, ce chercheur-là, l'un de ces chercheurs-là, Corrado Malaga, il a publié sur Amazon des livres, hein, celui qui a travaillé sur le scan de ce fameux satellite qui n'existe pas, un satellite qui scanne les sous-sols, hein, ça n'existe pas. Voilà ce qu'il publie, les ovnis. Donc vous avez ici les ovnis, un alien, voilà. Hein, vous comprenez tout de suite où est-ce qu'il veut revenir. Hein. Donc les pyramides, on va l'associer avec les extraterrestres, les ovnis, les Atlantes, bidules, machin, etc. Tout. Vous connaissez maintenant la chanson. Tout, hein, les pyramides, on va l'associer avec tout, bâtisseurs inconnus, des ovnis, des aliens, ce que vous voulez, les criquets, les mouches et tout, sauf les Africains, hein, avec tout, hein, tout le monde sauf les Africains. Voilà, vous connaissez la chanson maintenant. Donc voilà, c'est terminé pour ces scientifiques, ces chercheurs-là, hein, parce qu'ils ne sont pas des scientifiques, c'est de la pseudo-science, ce soi-disant découverte est complètement un fake. Voilà, c'est terminé. 10 minutes, allez, bon. Là, sinon, c'est l'indifférence. En France, par exemple, les médias mainstream sont muets, les médias alternatifs, bien entendu, ok, sont muets. Le problème immédiat, ce n'est pas l'histoire de l'Afrique, hein, ils s'en fichent complètement de l'Afrique, ok. Par exemple, il y a un site de Conspiracy Watch, hein, qui a répertorié des sites
oppositaires des sites ou des médias alternatifs ou même des médias extrémistes ou complotistes et je ne sais quoi. Okay? Aucun de ces médias n'évoque mon travail. Hein. Tous les médias alternatifs, les médias mainstream, j'en en parle pas. Okay? Bien, c'est le silence. Mais les médias oppositaires ici et les médias, même les médias extrêmes ou conspiratifs, hein, aucun de ces médias oppositaires alternatifs n'évoque mon travail. Zéro, silence total. Hein, pour eux, ce qui compte, c'est les problèmes de retraite, sous-effectifs des hôpitaux, prix de l'essence qui a monté, l'inflation, comment gérer le stress, l'anxiété, est-ce qu'on fait du yoga ou courir, danser, qu'est-ce qu'on va manger, viande rouge ou du poulet, voiture électrique ou voiture essence, quel est le meilleur détox pour maigrir. Ça, ces médias alternatifs, ils sont, c'est ça leur sujet. Hein. C'est ça leur sujet. L'histoire de l'Afrique et les Noirs, ce n'est pas leur sujet. Ils vous ont complètement oublié. Voilà, vous êtes complètement hors vue, hors plan. Vous êtes 2e, 3e niveau, 4e, 5e. Ça n'a aucun intérêt. Vous êtes trop loin. Le noir, il est trop loin dans cette histoire. Ils s'en fichent. Ça n'a aucun intérêt. Le centre d'intérêt, ok, pour tous ces médias, hein, tous les médias, c'est les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine. Voilà le centre des intérêts. C'est là où tous gravitent. Le reste du monde, ça n'a aucun intérêt. Ils s'en fichent, ils vous ont oublié. Hein. Bien entendu, c'est une erreur, puisque c'est l'histoire des Noirs, et d'ailleurs, c'est 3 milliards de Noirs. Hein. C'est vrai, c'est leur histoire, hein, c'est l'histoire des Noirs, mais c'est l'histoire du reste du monde. Hein. Vous êtes unis. Hein. L'histoire des Blancs, elle est reliée avec l'histoire des Noirs. On vit dans la même planète. Ok? Donc l'Afrique, elle n'est pas à l'ordre du jour. Il fallait attendre 1985, le chanteur Michael Jackson, hein, pour qu'il évoque dans son chanson We Are the World, qu'il évoque, attendez, en Afrique, ils meurent de faim, hein, en Éthiopie et Somalie. Et là, le monde, l'Occident, il ouvre les yeux. Ah zut, ah oui, ils meurent de faim, hein, ils meurent de faim en Afrique. Il fallait attendre un chanteur, tellement les médias, ils l'ont boycotté, ils l'ont oublié complètement. L'Afrique, hein, hors de vue, hein, flou complètement. Il est dans la carte, heureusement. Hein, heureusement que les cartes ne peuvent pas être floutées tout seules. Hein. Mais si les cartes seraient floutées tout seules, selon les centres d'intérêt, l'Afrique elle serait comme ça, hein, complètement flou. Complètement flou. Hein. Bien entendu aussi, les Noirs, en dehors de l'Afrique, ils vous ont oublié aussi, et du coup, ils se sont oubliés eux-mêmes aussi. Hein. Quand vous oubliez un noir, l'autre noir, il va vous oublier aussi. Hein, c'est clair, c'est mathématique, c'est physique, etc. C'est la même chose. Hein. Vous oubliez un noir, hein, ce noir aussi, il va vous oublier. Hein, vice-versa, et du coup, ça fait que le noir, il se trouve aujourd'hui, globalement, planétairement, par pays, par communauté, individuellement, ils se retrouvent, la majorité, ils sont en bas de l'échelle du développement économique. Ils sont tout en bas. Ok? Comme le dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, hein, le problème, les centres d'intérêt de l'Europe et de l'Occident, ce n'est pas du tout l'Afrique. Les intellectuels noirs, en dehors de l'Afrique, et même ceux qui sont en Afrique, ils prennent cette carte des intérêts, hein, cette carte des intérêts où l'Afrique, les Noirs ils sont inexistants, ils prennent ces cartes et ils le copient. Hein. Ils le copient et ils l'appliquent. Hein. Le Noir, l'Occident, il dit, voilà, moi j'ai d'autres intérêts, j'en parle pas, j'en vois pas, j'en donne pas. Hein. Le reste du monde, l'Europe du Nord, l'Asie et l'Asie lointaine, ils disent pareil, hein,
ils réfléchissent de la même manière comme l'Occident. Je ne vois pas, je ne parle pas, je n'entends pas. Ok? Le noir, les intellectuels noirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les deux premières et ils se disent, nous on fait pareil, on ne voit pas, on n'entend pas, on ne parle pas. Hein? Voilà le paradoxe. Mais attends une minute là. Attends une minute. Là, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de l'histoire de Fémi ou l'histoire des extraterrestres, ou on parle de l'histoire des Noirs ici, là? De quelle histoire on parle? Là, on parle bien de l'histoire, je parle bien de l'histoire des Noirs. Ok? Ici, là. Ici, ok? L'Occident, il vous a oublié. Là, la meilleure représentation, c'est ici. Ok? Bien entendu, voilà, hop, on cache ça, ça n'a aucun intérêt, on s'en fiche. Bien entendu, on va parler de l'esclavage, on va parler de l'économie, le colonialisme, etc. Mais l'histoire, ça on n'en parle pas, ça n'a aucun intérêt, etc. Et le noir, il fait la même chose. L'histoire des noirs, le noir, il l'a oublié, il se autocensure. Maintenant, comment faire là? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il y a maintenant 4 acteurs, l'Occident, le reste du monde, le monde, le reste du monde, les Noirs et Fémi. Je présente à l'Occident, voilà l'histoire des Noirs, la nouvelle histoire des Noirs. Qu'est-ce que tu en penses? No comment. Aucune réponse. Ni pour l'approuver, ni pour rejeter. Et les Noirs, ils ont fait ci, ils ont fait ça, rien. Non comment. Je reçois quoi? Je reçois un historien sans connaissance approfondie. Il raconte n'importe quoi sur les pyramides. Je reçois des diplômés d'art et d'histoire de l'égyptologie, des professionnels du récit par cœur. Ils vont réciter, voilà, nous on sait si, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Du récit par cœur. Sans aucune réflexion logique de rien. Il n'y a pas de sens critique. D'ailleurs, je vous invite à regarder les vidéos et les débats. Ici, vous avez les liens. Et puis, c'est tout. Toujours silence. Aucun no comment. Aucun mathématicien ou physicien. D'accord? Aucun égyptologue, d'ailleurs, non plus. Donc, les médias occidentaux sont silencieux. Sans aucun commentaire. Si Kolmogorov, il est tout en haut des mathématiques, Bertrand Russell, il est au cœur. Lui, c'est le cœur des mathématiques, c'est la logique. C'est la logique. Sans logique, pas de mathématiques. C'est si simple que ça. Et Bertrand Russell, avec sa théière, il nous dit, Fémi, c'est à toi d'apporter des preuves avec les Noirs. Parce que c'est pas ton histoire, c'est l'histoire des Noirs. Donc, tous deux, vous devriez valider vos théories, les valider mathématiquement et les exposer au monde entier. C'est si simple que ça.